Bonjour à tous et bienvenue dans MD10. Ça veut dire quoi ça, MD10? 10 minutes. Aujourd'hui dans MD10, je voulais vous parler de la nationalité des pièces et surtout de savoir si est-ce qu'il fallait utiliser des pièces japonaises pour tuner nos japonaises. Parce qu'en fait, la dernière fois, quand je suis allé faire un petit peu l'andouille avec la Civic, j'étais en train de rouler et je me dis, mec, est-ce que t'as des pièces japonaises sur ta voiture? Et en fait, il s'est avéré que j'en ai que 3. J'ai le kit embrayage XZ, les pneus Yokohama et la batterie que j'ai achetée dans un super autobac là-bas et voilà quoi. Et puis c'est tout. Donc au final, je me dis, mais ouais, pièces japonaises c'est cool, mais est-ce que c'est si cool que ça? Alors forcément, quand je fais la liste des specs de ma voiture, c'est beaucoup moins exotique que quand je dis, que si je disais que j'avais du HKS, du Voltex, du Defi, du Toda, du Spoon, du Cusco, du Amuse, ou j'en sais rien. Évidemment, Takahata, tout ça, ça vend un peu de rêve, quoi. C'est toutes les marques qui ont vraiment bercé notre adolescence quand on regardait les hautes versions et tout ça. Mais est-ce que pour autant ça vaut vraiment le coup d'acheter la pièce comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin bref, je voulais juste revenir un petit peu en arrière, dans les années 60 carrément, quand Honda s'était attaqué aux 500 km du Nürburgring. Et donc pour ce faire, ils ont fait appel à qui? Jack Brabham. Et Jack Brabham, ok, il est australien, mais il était quand même vachement anglais pour le coup. Et puis Toyota, quand ils sont attaqués aux championnats locaux aux USA, avec la Toyota 2000 GT, ils ont fait appel à Carroll Shelby. Ok, c'est pas un Européen, c'est un Américain, mais je veux dire, c'était pas un Japonais, quoi. Et idem pour Datsun, quand ils se sont attaqués aux championnats locaux, avec la 510, ils ont fait appel à BRE. D'ailleurs avec succès, puisqu'ils ont remporté leur catégorie en 1971 et en 1972. Donc tout ça pour dire que le Japon, en compétition, il n'a pas toujours été japono-japonais, quoi. Ça a jamais marché comme ça, quoi. Et puis on le voit encore maintenant. Enfin bref. Et puis avant d'aller plus loin, je voulais revenir aussi sur une petite année qui est vraiment une année un peu en or pour moi, c'est l'année 1973. Parce qu'il y a un parallèle qui est assez intéressant entre la France et le Japon. Par exemple, en 73, au Japon, on a vu HKS ouvrir ses portes, et en France, c'était Oreca. Et on a vu Quagliosi ouvrir ses portes en France, et au Japon, c'était Mugen. Tous les deux spécialisés dans la Honda, et puis HKS, toutes les deux un peu des écuries de pointe. Et puis pour la petite anecdote aussi, en France en 1973, il y a eu Pipo Moteur qui a ouvert ses portes, donc une légende du moteur, un préparateur émetteur au point hors norme, dont presque tout le monde se fout, et qui pourtant a un palmarès international assez dingue, quoi. Et donc voilà, et donc après les années 70, il y a eu beaucoup de sports proto au Japon, à Fuji, Suzuka et tout ça, et les voitures étaient équipées d'éclairage Cibier, Marshall et tout. Et ça, c'est des marques qu'on retrouve dans toutes les voitures des années 80 d'époque, les vieilles photos de VHS dans les togues et tout. On voit beaucoup d'autocollants Marshall et Cibier, et c'est marrant de voir ça super populaire là-bas. Et après, dans les années 80, il y a eu la Formule 1. Et la Formule 1, les monoplaces, elles avaient des harnais Whelen, des harnais Sabelt, des volants Personal, des volants Nardi. Et c'est toutes des marques qui sont vraiment restées ancrées dans la culture automobile japonaise, au point que nous, quand les petits Européens, quand on s'est vraiment mis à s'intéresser aux japonaises au début des années 2000, quand on voyait du Personal, du Nardi, du Recaro aussi, ça sonnait un peu JDM pour nous, quoi. Alors que pas du tout, à la base c'est vraiment un truc européen. Et puis un petit peu cet effet-là aussi avec Dunlop, qui pendant longtemps ont eu carrément une gamme spécifique au marché japonais, donc on pouvait acheter du Dunlop en étant JDM à une époque. Mais c'est pareil avec Recaro aussi, qui est très populaire là-bas, et qui pourtant est allemand, et qui a quand même une connotation assez JDM dans l'esprit de beaucoup, quoi. Donc ça, je trouve ça super marrant. Puis il y a aussi des marques comme Quantum qui sont pas du tout populaires en France, c'est des amortisseurs anglais, et qui sont très très populaires au Japon. Et plus tard, dans les années 90, il y a une anecdote aussi qui me fait un peu marrer, c'est quand Blitz sont venus s'attaquer à leurs fameux objectifs du 753 sur la boucle nord. Ils étaient équipés de Dunlop, ils avaient des amortisseurs Satch, des harnais Sabelt. Alors attention, je dis pas que s'ils n'avaient pas eu des harnais Takata, ils n'auraient pas atteint leur objectif. Mais juste que c'est assez marrant à voir, quoi. Donc du coup, ils ont atteint leur objectif haut la main, puisqu'ils sont passés sous les 7,50, 7,49,9. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils voulaient s'attaquer à un autre objectif, c'était d'atteindre les 340 km/h sur autobahn, sur route ouverte. Donc ils y vont pour leur premier essai, et là, bam, le moteur explose. Et donc il y a eu un petit problème de boost controller qui a réglé la pression à 2 bar 6 quasiment. Et donc du coup le moteur a explosé, et le problème c'est que c'était un boost controller japonais, quoi. Ouais, ça la fout un peu mal. Et en parlant de préparateurs aussi tuneurs qui va piocher dans des catalogues étrangers au Japon, on a Under Suzuki qui est très très connu, hein, évidemment, qui roule sur une S15 qui a des amortisseurs Enepetal. Enepetal en fait c'est le service Bilstein au Japon en gros.
Et donc forcément c'est allemand, et puis qui lui dans son moteur, en plus quand même d'avoir, on va le dire, hein, énormément de savoir-faire japonais avec la culasse, a pas mal d'éléments australiens de par la marque Hypertune. Alors je dis pas qu'il n'y a pas derrière des histoires un petit peu de sponsoring et tout ça, mais que ça fait quand même partie du nerf de la guerre, et que si c'était vraiment mauvais, ils s'en serviraient pas, quoi. Et donc voilà, donc même les Japonais s'arrêtent pas aux frontières et vont piocher un peu ailleurs, quoi. Et puis un autre fait qui est vraiment très marquant aussi, c'est quand les constructeurs japonais veulent faire des modèles de pointe, par exemple sur la Toyota Yaris Gazoo Racing Nürburgring Mainster, les amortisseurs ça va pas être du Tain, ça va pas être du HKS, ça va être du Satch. Et Nismo c'est la même, quand ils veulent faire une voiture de pointe, enfin Nissan quand ils veulent faire une Nismo, c'est pas chez Tain non plus qu'ils vont voir, c'est chez Bilstein, quoi. Alors attention, après je dis pas que les produits japonais sont pourris, hein, loin de là. Par exemple là pour la MR2, quand j'aurai un vrai moteur, je vais avoir besoin de plaquettes et j'irai chez Project Mu parce qu'il y a rien qui se fait de mieux que du BCA, que de l'EBC Yellow Stuff. J'irai chez Cusco pour les cylindres blocs parce qu'il y a personne d'autre qui fait des cylindres blocs en caoutchouc. Mais tout ça pour dire, voilà, ne soyez pas complexés d'avoir des pièces européennes ou américaines dans vos japonaises. On fait les choses aussi bien que les japonais, des fois mieux, des fois moins bien, mais voilà. En gros, tant que ça marche, tant que ça rentre dans votre budget, et tant que ça vous va, tant mieux. Allez, ciao, c'était MD10. Ça veut dire quoi ça, MD10 en 10 minutes?